Je vais avoir le plaisir de modérer, d'animer cette dernière rencontre de ce Salon du Livre 2018 de Chaumont. Merci de votre présence, merci à nos invités d'être là ici ce soir. J'espère que ça vous donnera envie aussi, après une première discussion avec eux, de les interpeller, de discuter avec eux, que vous soyez ou non déjà leur lecteur, bien entendu. J'imagine, je me tourne vers l'équipe de la ville, qu'il y a encore une phase de signature où il y en a eu, oui, c'est possible encore après. Voilà, très bien, malgré l'heure de ce dimanche. Mais voilà. Alors, la question de la dissidence et la question de l'écriture, notamment, comme outil de la dissidence, serait donc notre thématique ce soir. Je dis serait, je le mets au conditionnel, parce que on va peut-être aller au-delà de la simple problématique de l'écriture, surtout avec la richesse du travail de l'un et l'autre des deux auteurs qui sont ici. Encore que, s'il y a bien un personnage qui fait de l'écriture un outil au moins d'interpellation, de dissidence, je ne sais pas, vous nous direz si c'est le cas, Andreï Kourkov. C'est bien Andreï Kourkov qui est avec nous, et qui est donc écrivain ukrainien, mais de langue russe, et qui manie le français beaucoup mieux que beaucoup d'entre nous. Vous parlez très bien français. Oui, un peu. Un peu, on va voir. En tout cas, vous le parlez, et c'est formidable, parce que du coup, on peut avoir un entretien en direct avec vous. Vous êtes un auteur prolixe, vous êtes le président de l'association ou de la Fédération des écrivains. Non, je suis vice-président du Pen Club ukrainien. Ukrainien, ouais. C'est ça, de langue russe. Alors, avec nous aussi, et il utilise l'écriture, et comment il est docteur en philosophie, il est journaliste, puisqu'il est rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Michel Etchaninov, écrivain, essayiste. Donc l'écriture, que ce soit à travers cette activité journalistique qu'est Philosophie Magazine, mais bien entendu, les livres eux-mêmes. Et on va revenir sur vos deux livres. Un roman, d'un côté, Vilnius, Paris, Londres, Andreï Kourkov, et puis des essais, et en particulier un essai enquête de Michel Etchaninov, Les Nouveaux Dissidents. Donc la difficulté pour moi, évidemment, c'est à la fois de manier la matière de l'enquête sur la dissidence aujourd'hui, sur ce qu'elle représente, et aussi parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre, avec vous, Andreï Kourkov, d'évoquer cette problématique de la dissidence. Alors, vous avez écrit, c'est 2000, je crois, Le Pingouin, qui était une façon, à travers une fable animalière, de vous moquer de personnages de l'univers de l'Est, russe, et pas exclusivement. J'ai lu, c'est le papier d'un confrère de Lire, je reprends la formule, il dit que vous êtes un véritable Ésope égaré chez Poutine. Pourquoi ? Parce qu'avec ce pingouin et avec tous les caméléons et autres animaux qui sont des formules littéraires, vous vous moquez avec beaucoup d'ironie de nos postures aux uns et aux autres, et évidemment vous critiquez de fait. Donc c'est là où je parlais de dissidence. Enfin, en tout cas, il y a une critique des systèmes, des personnages, des pouvoirs, bien entendu. Dans Vilnius, Paris, Londres, là, il s'agit de 7 personnages, en particulier 3 couples, des Lituaniens qui, à partir de l'ouverture de la frontière en 2007, vont aller comme ça en étoile vers Paris, vers Londres, vers l'Italie, enfin au moins ils l'espèrent, dans ce qui est à la fois des situations assez cocasses, très bien écrites. Le même confrère dit c'est bougrement bien écrit, et je reprends sa formule, et alors j'avais hésité entre deux moments, mais je voulais ouvrir en lisant juste la première phrase, comme ça je ne déflorerai rien de votre livre. La terre n'est pas aveugle, même la nuit, elle garde les yeux ouverts. Elle contemple de ses immenses pupilles, lacs, mers et océans, les ténèbres et le ciel. Elle voit et reflète tout. Seulement personne ne sait très bien si elle garde en mémoire ce qu'elle a vu. Et si oui, de quelle manière ? Et où sa mémoire est-elle cachée ? Je pourrais continuer comme ça, mais l'évocation de la terre est éminemment littéraire, bien entendu, cette terre et sa mémoire. Voilà. Et le livre est comme ça, ponctué à la fois d'une littérature très belle et en même temps, enfin ça en fait partie, d'ironie, de situations. Peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez nous en lire un passage, mais bon, ça fait partie. L'histoire de ces 7 personnages, eh bien, ça nous ramène à nous.
nous les Européens. Et je vais revenir avec la première question, mais je voudrais aussi citer quelques éléments sur la dissidence et du livre de Michel Etchaninov pour qu'on va voir que les choses, les deux univers se rapprochent. Au fond, la question qui est posée, c'est... Enfin, je reviendrai sur celle que vous posez vous, mais la question qui est posée, c'est celle de la dissidence. Et au fond, on peut se demander, après les figures fameuses, visiblement dans la salle, il n'y a pas de moins de 30 ans, où il y en a, où je les vois pas, mais nous sommes tous d'âge tout à fait honorable, mais on a connu les figures d'Havel, de Walesa, de Solzhenitsyn, de Mandela, de Gandhi, bien sûr, ou en tout cas, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un dissident? C'est Snowden, c'est un lanceur d'alerte, c'est, j'arrive jamais à prononcer son nom, Oleg Sentsov, le cinéaste russe que vous défendez. Ukrainien. Pardon. Cinéaste ukrainien. Ukrainien. Ah bah vous voyez, à chaque fois, je veux absolument qu'il soit russe. Mais où c'est ceux qui, par exemple, je pense aux jeunes mères qui se battent pour que leur fille étudie ou pour qu'elle-même étudie en Afghanistan, par exemple, ou ces femmes qui refusent de porter le voile islamique en Iran, voilà, et qui sont moins connues évidemment, Moscou ou Pékin, là encore, j'ai pas mémorisé le nom de ces dissidents chinois. Vous parlez des oubliés de l'histoire qui reviennent, qui réapparaissent. On pourrait vous demander à vous, qu'est-ce que c'est que la dissidence aujourd'hui? Et vous, j'avais envie de vous demander, pour commencer, pourquoi vous vous êtes intéressé à nous, alors que nous sommes riches, qu'on s'inquiète de notre identité peut-être, mais que c'est ça peut-être les seules dissidences. Est-ce qu'il y a vraiment des dissidences chez nous? Je ne suis pas intéressé à vous, je suis intéressé à nous, Européens. C'est la chose principale, je crois. C'est ce que je voulais vous faire dire. Donc. Oui, parce que en fait, tous les pays européens sont liés avec une histoire européenne commune. Je parle dans le livre d'histoire de Lituanie, qui était le plus grand État d'Europe au XIVe siècle, le grand-duché lituanien, des mers Baltiques jusqu'à mer Noire, avec Autriche d'aujourd'hui, Hongrie, République tchèque, Slovaque, Pologne, tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de dissidence dans ce livre et je crois il faut bien décider qu'est-ce que c'est dissidence parce que je suis vécu dans l'Union soviétique. Mon frère était un dissident anti-soviétique. Grâce à lui, j'ai commencé à lire la littérature interdite. Ses amis étaient détenus et 2 amis étaient morts. Il était détenu et après, grâce à corruption, il était libéré parce que ma mère a donné à juge les médailles et des décorations militaires de mon grand-grand-père et tout ça. Et moi-même, j'étais interdit dans l'Union soviétique jusqu'à le temps de Gorbatchev, jusqu'à 1988. Et j'ai utilisé avant le système inventé par les dissidents, le système des samizdat, c'est les publications illégales partagées par les gens clandestinement. Et maintenant, à partir de 2014, je suis la 2e fois interdit en Russie. Et maintenant, c'est aussi interdit de ramener mes livres en Russie. Aujourd'hui. Ouais. Mais je ne suis pas un dissident russe parce que je ne suis pas citoyen russe. Je suis d'origine russe, mais je suis ukrainien. Je ne suis pas un dissident ukrainien en Ukraine parce que aujourd'hui je soutiens le président et sa politique et je vois, j'observe tous les dangers qui viennent de Russie pour notre avenir européen. Alors, quand je disais pourquoi vous êtes-vous intéressé à nous, c'était les Européens de l'Ouest, les Européens riches et qui sont un peu obsédés, comme je le disais, par d'autres aspects que ceux de... Européens riches, c'est les Russes. Mais c'est les riches sans morale. Vous n'êtes pas riche. Parce que si vous seriez riche, vous n'aviez pas de gilets jaunes sur les rues. Alors, qu'est-ce que c'est que la dissidence? Je vous en citais des propositions, mais qu'est-ce que c'est qu'être dissident aujourd'hui? Vous avez fait une étude là-dessus, vous êtes allé, et c'est le livre, Les Nouveaux Dissidents, il y a 5 cercles pour vous. On va du Mexique à la Chine, au Tibet. Dites-nous, Michel. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça part de cette ancienne Union soviétique et de ce qu'a connu Andrei quand l'Ukraine était encore rattachée à l'URSS. Ce pays idéologique, puisqu'il regroupait des
des pays qui finalement devaient obéir de gré ou de force à la même idéologie, sur toute force. Et alors c'est vrai que c'est un phénomène historique, donc qui a un enracinement et donc un premier sens qui est très précis. C'était au départ ce qu'on appelait dans les années 70-80, mais effectivement que les plus âgés d'entre nous connaissent, c'est les grands dissidents. Je vous donne un seul exemple, c'est une femme que j'ai bien connue parce qu'ensuite elle a vécu en France, qui s'appelait Natalia Gorbanevskaya. Elle est en 1968 à Moscou, elle est poétesse, elle travaille. Et puis, tout d'un coup, c'est août 68, invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie pour libérer les frères tchécoslovaques. Alors, elle est indignée, parce qu'elle sait que c'est l'écrasement de quelque chose dans lequel tout le monde avait placé un espoir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle décide, avec quelques amis, d'aller manifester. Et ils se retrouvent, le 20 août 1968, à 8 personnes sur la place rouge. Ils arrivent discrètement, elle vient même avec son bébé, avec son landau, et dans le landau, elle a caché une affiche, et sur cette affiche, il y a marqué « Pour votre liberté et pour la nôtre ». Et ils sont là, à 8, elle sort sa banderole, ils commencent à crier « Sortez de Tchécoslovaquie ». En à peu près 30 secondes, il y a tous les agents civils du KGB de la Place Rouge qui viennent les attraper. Et ils les font partir dans un fourgon cellulaire. Donc, un dissident, au départ, c'est ça. C'est pas un activiste, c'est pas un militant, c'est pas un idéologue, c'est pas le petit soldat d'un parti, c'est juste une personne qui, un jour, décide de protester. Et alors, ces gens-là, c'est des personnalités exceptionnelles. Moi, je les ai un peu connus, parce que maintenant, ils sont souvent âgés, mais c'est des gens qui sont juste des gens courageux et qui souvent ont payé au prix de leur liberté un engagement qui est une forme d'indignation personnelle contre une injustice. Il y a quand même d'autres qualités que vous citez. Vous dites, vous les catégorisez oui. Quand même en disant, il y a la non-violence. Il y a la non-violence, voilà. Ce sont des gens qui ne vont pas prendre les armes, ce sont pas des résistants, c'est des gens qui décident d'agir politiquement. Il y a la transparence. Ce sont des gens qui sont pas des clandestins, qui se cachent pas, qui manifestent ou qui font les choses à visage découvert, donc souvent ils en payent le prix fort. Et enfin, effectivement, ce sont des gens qui agissent de manière personnelle, individuelle. C'est ça. Et enfin, ce sont des gens qui inventent des choses. Par exemple, aujourd'hui, vous avez tous vu, je pense, la finale de la Coupe du Monde. Tout d'un coup, il y a 2 personnes qui sont arrivées sur le terrain. C'était les membres du groupe Pussy Riot. Ils sont arrivés, ils ont checké Mbappé. Ils étaient déguisés en policiers pour dénoncer le fait que la Russie est un État policier. Donc, ce sont des gens qui ont un mode d'action et un mode de réaction qui est d'abord éthique. Ce sont des gens qui savent que leur action portera pas forcément des fruits, qui vont pas vaincre tout seuls des États énormes ou des puissances titanesques, mais qui essayent et qui sont portés par cette indignation morale. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dissidents, effectivement, c'était les grandes heures d'apostrophe. Vous vous souvenez, Vladimir Boukhovski, Solzhenitsyn, en Union soviétique, Sakharov. C'était, moi j'ai connu ça quand j'étais petit, ces grands dissidents apostrophes. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Chute du mur, fin de l'URSS, guerre de Yougoslavie, et ces gens-là ont totalement disparu de la scène. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus, sauf Havel qui est devenu quand même président, mais par exemple en Union soviétique, ils n'ont pas pris le pouvoir, parce que c'était pas ce qui les intéressait. Et donc on a un peu oublié ce terme de dissident, et ce qui s'est passé tout de même, c'est que les années 90 ont été des moments où on s'est dit la démocratie va s'installer partout dans le monde, on va même faire du devoir d'ingérence pour essayer d'aider à cette démocratisation du monde, mais aujourd'hui, on le sait très bien, ça s'est pas passé comme ça. À partir des années 2000, il y a des nouveaux autoritarismes qui sont apparus en Russie, en Turquie, aujourd'hui en Égypte, aux Philippines, au Brésil peut-être, et puis il y a des pouvoirs dont on pensait qu'ils allaient se démocratiser, comme la Chine, qui sont pas du tout démocratisés. Au contraire. Aujourd'hui, la Chine est en train de devenir un État totalitaire, à mon avis. Il l'est déjà, mais il l'est encore plus, parce qu'il y a un contrôle des citoyens qui est sans précédent, notamment grâce à l'intelligence artificielle, à la reconnaissance faciale, qui a quelques années. Donc, il se passe quelque chose avec ce que j'appelle une sorte de crispation autoritaire, identitaire dans le monde entier, qui sont parfois voulus par les peuples. Enfin, ça, on en discutera, parce que ça touche à la question des Européens. Et je termine en disant que puisqu'il y a des nouvelles crispations identitaires, des nouveaux États autoritaires qui apparaissent, ma question, c'était de savoir si du coup il y avait des nouvelles formes de dissidence qui apparaissaient. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre qui en fait, je suis allé dans plusieurs pays pour voir si les grands dissidents d'il y a 30 ans, 40 ans avaient des héritiers.
Alors, on va revenir sur la dissidence, ici, je dirais. Parce que, je vous cite, « Que nous apprennent, au fond, ces rebelles du monde entier? D'abord, à bien nous servir des mots. » Et là, vous voulez bien montrer comment Alain Soral, par exemple, intellectuel français d'extrême droite, antisémite, notoire, proche de Dieudonné, a récupéré le terme de dissident, et vous dites donc il faut être précis sur les mots. Et alors, mais d'abord, je voudrais faire parler un peu Andrei Kourkov. Est-ce que vous estimez que vous, avec vos livres et avec les mots, vous êtes un dissident aujourd'hui, alors même que vous soutenez le président, peut-être pas contre le pouvoir ukrainien, mais dans la culture russe, contre Poutine et contre ce qui se fait en Russie? Oui, contre Poutine, mais c'est pas dissidence, c'est mon attitude politique. En Ukraine, je suis contre beaucoup des choses, comme chaque écrivain, parce que en fait, c'est la tradition ukrainienne ancienne d'être contre tout. Il n'y a pas des Gaulois réfractaires, il y en a chez vous aussi. Alors. Oui. Mais je ne suis pas un dissident parce que en fait, je suis plutôt libéral. J'essaie de défendre les droits culturels des minorités nationales en Ukraine parce qu'ils sont très souvent ignorés. C'est-à-dire que je deviens dissident pour les nationalistes chaque fois que j'écris quelque chose ou je donne une interview. Mais je ne participe pas dans le combat idéologique chaque jour. Mais alors, vous qui avez connu, parce que vos parents étaient communistes, si j'ai bien compris. Mon père? Oui, mon père était communiste. Mon grand-père était un staliniste. Stalinien, ouais. Ma grand-mère était stalinien. Deux frères de mon grand-père stalinien étaient envoyés à Goulag et passaient 25 ans un à Norilsk, l'autre près d'Irkoutsk. Mais il était aussi communiste. Ouais. Et alors bon, et donc vous avez connu à la fois le régime et ceux qui y croyaient, et puis aussi les dissidents précisément. Vous le voyez évoluer aussi. Vous voyez le retour d'un État ou le maintien d'un État relativement totalitaire en Russie malgré les aspects de démocratie et le fait qu'on peut faire de l'argent et qu'on a une forme de liberté nouvelle quand même et qu'on peut sortir et entrer. Tout de même, quand vous voyez la Chine avec cette capacité à inventer le Big Brother que les Américains mettent, ils en inventent les outils, mais ils ont encore des règles qui font qu'aux États-Unis, malgré la force, la puissance de la dureté sociale parfois, c'est encore un pays libre. La Chine est en train d'inventer un pays absolument totalitaire. Comme vous le disiez, on sait maintenant que les 860 millions de caméras avec la reconnaissance faciale pourront tout dire d'un individu entre chez lui et le reste de sa journée, et le choper dans un stade à 500 km parce que tout d'un coup il a pas payé de prendre l'avion, etc. Voilà. Bon, donc comment est-ce que dans un monde comme celui-là, l'écriture est possible encore et la dissidence c'est possible? Qu'est-ce que vous voyez advenir à l'Est? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train d'arriver? J'ai peur d'influence russe, bien sûr. Je n'ai pas peur de Chine parce que je crois que la Chine va récupérer des territoires de Sibérie, de Russie, et peut-être à cause de ça, la Russie change l'attention vers l'Est. Oui, ils vont regarder de l'autre côté. Oui, bien sûr, je regrette toutes les victimes de l'avenir dans ce côté, mais pour moi-même, c'est plus important d'écrire sur les événements en Ukraine, sur la vie en Ukraine, parce que chaque écrivain a responsabilité pour ses lecteurs dans le pays où il habite. Parce que en Ukraine, comme il n'y a pas de confiance dans les politiciens, les gens ne croient pas. Il y a chez nous, on peut dire, c'est une tradition anarchique avec le résultat qu'il y a 350 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice, et si vous avez 20 000 euros, on peut acheter une petite partie et participer dans les élections locales. Comme ça, je peux évoquer cette situation dans mes romans et parler de ça, parler des nécessités de réformer le système politique et réenregistrer tous les partis et tout ça, mais c'est pas la dissidence. C'est pas la dissidence. La dissidence en Ukraine aujourd'hui, c'est de défendre la politique de Poutine et demander du gouvernement de s'attacher encore une fois
au nouveau Union soviétique, avec la capitale. Sauf ça se fait par les armes souvent. Mais... Oui. Mais alors, revenons au roman. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette épopée de 7 personnages qui s'éclatent comme ça en Europe, ailleurs qu'en Lituanie, dans l'autre partie de l'Europe, Paris, Londres, je disais l'Italie. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Oh non, en fait, c'est le retour du peuple lituanien européen en Europe. C'est le retour qui est accepté parfois par l'Europe, par les Européens, comme invasion des gens de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses mal comprises, mal vues. Et le roman, c'est pas un roman anti-européen ou pro-européen, c'est le roman sur la réalité européenne et sur le fait que les rêves européens sont toujours loin de la réalité. Et si on ne comprend pas la réalité, il faut s'arrêter et apprendre l'Europe, apprendre l'histoire, apprendre chaque pays en Europe pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre là, pour s'intégrer. Oui, parce que ce qui est formidable, c'est qu'en effet, c'est cette Lituanien, quand je disais vous vous êtes intéressé à nous, mais tout de même, il y a une description à la fois de ce que eux racontent leur histoire. Et il y a un passage, je ne sais pas si vous accepteriez de le lire, mais il y a un passage sur Koukoutis et ses passeports que je trouve... vous accepteriez de Oui, lire c'est où? Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. Bien sûr, voilà. À partir d'ici, quelques lignes, mais c'est un moment où un des 7 personnages qui a une jambe de bois, à partir d'ici, est arrêté dans un poste de police en Allemagne. Et là, il se passe ça. Finalement, il leva la jambe, caoutchouc vers le plafond et coupelle vers le bas. Il la secoua, la cogna 2 fois contre le bureau, tant et si bien que l'un après l'autre, plusieurs passeports élimés tombèrent sur les formulaires de police. 3 d'entre eux avaient une couverture rigide comme des petits livres de différentes couleurs et les 3 autres étaient des simples cartons pliés en 2. Le policier fronça les sourcils, tendit la main d'un geste brusque et s'empara des documents. « Ainsi vous êtes russe ?» s'exclama-t-il, surpris par le caractère cyrillique qui ornait la couverture du premier. « 2 fois, on a voulu que je le sois, mais ça n'a pas marché. Il y a des pays qui vous imposent leur passeport avec tant d'insistance qu'il est presque impossible d'y échapper. » Et c'est formidable parce que son passeport lituanien de la République de Lituanie, ça le policier finit par y croire, il est de 1938. Et le policier évidemment se dit mais enfin c'est pas possible, il est dépassé, ah non il n'y a pas de date limite, donc enfin bon je vais pas raconter l'histoire mais voilà, je vous encourage, tout ça pour dire quoi? Pour noter l'ironie de l'écriture d'Andrei Kourkov qui est formidable, mais vous nous ramenez aussi à travers le policier, la psychiatre qu'il l'oblige à voir, par exemple allemande, à notre vie à nous, à la façon dont nous aussi nous recevons ou non les immigrés, par exemple, qui est un des grands sujets aujourd'hui. Et vous nous dites, mais émigrés ou frères de civilisation que sont les Lituaniens, aussi européens, oui, c'est quand même à nous aussi que vous parlez. Est-ce que je peux venir vers un mot que vous avez évoqué, ironie, parce qu'en fait, mon ironie et humour vient de dissidence soviétique, parce que dans l'Union soviétique aussi, la manifestation de dissidence la plus facile était de partager les blagues politiques. Et j'ai commencé à écrire la prose avec des blagues politiques parce que mon frère a invité ses amis très souvent dans la cuisine. On a bu des vodka, échangé des livres entiers et échangé des blagues. Des blagues. Et je crois, j'ai appris ce humour dans le temps soviétique parce que sans ce humour, je ne pouvais pas écrire après la chute de l'Union soviétique. Bien sûr. L'humour, vous l'avez trouvé dans ceux que vous avez rencontrés au Mexique? J'ai trouvé alors,
il y a des gens qui font le lien entre l'ancienne dissidence d'avant et celle d'aujourd'hui. Même en Ukraine, il y en a un, par exemple, c'est Mustafa Djemilev. Mustafa Djemilev, c'est un Tatar de Crimée, c'est-à-dire le peuple qui était en Crimée depuis le Moyen Âge et qui s'est fait. Ce peuple-là, les Tatars de Crimée, se sont fait expulser par Staline. Ils se sont fait déporter pendant la Seconde Guerre mondiale pour une accusation imaginaire d'avoir collaboré avec les nazis. À l'époque, Staline déportait les peuples. Et alors, il y avait un jeune homme parmi eux qui s'est retrouvé donc en Asie centrale, très loin de son pays originel, qui s'appelle Mustafa Djemilev. Lui, c'est un grand dissident soviétique. Il a fait des grèves de la faim, il a été soutenu par Sakharov, etc. Eh bien, en 1989, les Tatars de Crimée ont pu rentrer chez eux, c'est-à-dire en Crimée, donc en Ukraine. Dans le sud de l'Ukraine. Et voilà, et la presqu'île de Crimée qui a été depuis annexée par la Russie en 2014. Eh bien, ce Mustafa Djemilev, c'est devenu un peu le leader des Tatars de Crimée. Et puis, juste avant que la Russie n'annexe la Crimée, Poutine téléphone à Djemilev et lui dit, écoute, j'ai un rôle à te proposer, tu vas être un peu celui qui va me faire faciliter mon annexion en étant le Tatar pro-Poutine. Et là, j'ai retranscrit ça dans le livre parce que Djemilev m'a raconté, il a insulté Poutine. Au téléphone, il lui a dit, écoute, t'es un dictateur, etc. C'est-à-dire que chez les dissidents d'avant, il y a effectivement l'humour qui était une arme terrible qui marchait très bien parce qu'elle était corrosive. Il y avait aussi une forme de franc-parler que garde Mustafa Djemilev. Et donc c'est intéressant parce que il y a des anciens dissidents qui aujourd'hui, Mustafa Djemilev a été expulsé de Crimée, il est à Kiev, et c'est une sorte de dissident de la Crimée annexée par la Russie. Donc, vous voyez, il y a des liens, et effectivement, les dissidents, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils sont obligés d'inventer des méthodes. Parce que comme ils sont faibles, eh ben ils inventent des choses pour faire rire, pour critiquer, pour retourner les armes de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire qu'un dissident, c'est quelqu'un qui par essence est inventif. C'est ça qui fait leur charme énorme aussi. Alors je vais vous demander à vous aussi, si vous voulez bien lire, à partir d'ici. D'accord. S'il vous plaît, un extrait. Parce que vous me parlez de ces dissidents-là, et je voudrais que vous nous parliez de celui-là. D'accord. Partout, dans les voitures, sur les murs des boutiques, des photos du Dalai Lama. On n'est plus en Ukraine, là. On est à Dharamsala, donc on est au nord de l'Inde. Partout, dans les voitures, sur les murs des boutiques, des photos du Dalai Lama, avec son célèbre sourire, et autre photo d'un homme jeune, le visage lisse et très sérieux, également en tenue de moine. Il s'agit du Karmapa, un lama d'une autre lignée, qui devrait succéder au Dalai Lama. C'est lui que je suis venu voir au fin fond de l'Inde, après des mois de contact électronique avec certains de ses proches. Le Karmapa est aussi peu connu du public occidental que le Dalai Lama est illustre. Or, ce jeune homme, qui a fui le Tibet alors qu'il n'avait pas 15 ans, et qui fait figure d'héritier légitime, est un personnage très important, le dissident tibétain numéro 2, et peut-être bientôt numéro 1. Les bouddhistes le considèrent comme un dieu vivant. Mon rendez-vous avec sa sainteté est fixé dans quelques jours. Alors, si je vous ai demandé, merci de nous lire un extrait, c'est d'abord parce que c'est une tradition au Salon du Livre ici, mais c'est parce que justement, je voulais que vous évoquiez ce personnage. En quoi, en dehors du fait que son illustre prédécesseur, encore en fonction, si j'ose dire, le Dalai Lama lui-même est évidemment quelqu'un qui a lutté contre la Chine, qui a annexé le Tibet, très bien, mais maintenant, aujourd'hui, en quoi lui représente-t-il une dissidence sérieuse? Il est sorti certes à 15 ans, mais depuis il vit dans cet univers à Dharamsala, c'est un autre monde. En quoi est-ce qu'il y a dissidence là encore? En fait, c'est quelqu'un qui d'abord a fait un acte personnel très fort, puisque c'est un petit garçon qui a été désigné comme Karmapa, c'est-à-dire comme, vous savez, réincarnation d'une lignée de Dieu en fait, quand il était petit au Tibet. Et il a été placé dans un monastère tibétain, mais sous surveillance chinoise. Et donc en fait, il était prisonnier. Et c'était donc un petit garçon puis un adolescent qui un jour s'est dit, je n'en peux plus de cette prison qu'est ce monastère tibétain, donc en Chine, et il a réussi à s'enfuir dans des conditions totalement rocambolesques. Il a réussi à quitter le Tibet chinois, à traverser la frontière avec le Népal, arriver à Katmandou, puis se réfugier en Inde. C'est quelqu'un qui aujourd'hui incarne, avec le Dalai Lama évidemment, incarne un esprit de résistance pacifique. Alors lui, il est plus que pacifique, il est bouddhiste. Donc, en tant que bouddhiste, il considère que la violence ne peut pas être un moyen de lutte politique légitime. Et donc, il est avec ce gouvernement tibétain en exil, et il incarne quelque chose. Alors, il est jeune, il a 35 ans.
C'est quelqu'un qui est pas du tout le même style que Dalai Lama. Il faut Dalai Lama, c'est vraiment, on le connaît, quoi. C'est le sourire. Lui, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est très moderne. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, Il fera le tour du monde, lui aussi. il commence à faire le tour du monde. Alors l'autre problème, c'est qu'en fait, il est prisonnier des Indiens maintenant. Parce que comme il est en Inde, les Indiens qui veulent quand même sauvegarder leur relation avec la Chine sont assez durs avec lui, et donc il a très peu de visas de sortie. Donc c'est quelqu'un qui est, par exemple, à ma connaissance, pas encore venu en France. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui, par ce qu'il va faire, par ce qu'il incarne, c'est-à-dire une initiative personnelle de partir, d'être à la tête du mouvement qui lutte contre le génocide culturel tibétain. Parce que ce qu'il faut savoir, et que vous savez très bien, c'est que le Tibet chinois est victime d'un vrai génocide culturel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'apprendre leur langue, on est en train de les déraciner totalement de leur village, ils peuvent difficilement pratiquer leur religion en dehors des centres officiels où ils sont surveillés. Bref, les Chinois sont en train les autorités chinoises, d'essayer d'effacer une grande culture de la surface du globe. Bah, lui, il lutte pacifiquement pour cette culture, et c'est quelqu'un d'assez impressionnant par une forme d'intégrité morale que moi j'ai vu chez lui. Aucune tentative de séduction, vous voyez, il sourit pas, il répond très sincèrement aux questions, et cette volonté de, quand le Dalai Lama aura disparu, sans doute d'incarner cet esprit de résistance à un génocide annoncé. Restons sur la Chine et allons de l'autre côté de ce continent, ou de ce sous-continent, qui est Hong Kong. Et là, les jeunes, très bien. Mais là aussi, vous avez vu des figures de la dissidence qui sont fascinantes. Alors, Hong Kong, il se passe des choses terribles ces jours-ci, puisque en 2014, il y a ce qu'on appelle la révolution du parapluie. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, des universités, qui décident, avec leurs profs de fac, qui sont des spécialistes de l'action non violente, de la résistance civile, de faire un mouvement qui s'appelle Occupy Central. C'est-à-dire qu'ils s'assoient sur des places, ils l'occupent de manière totalement pacifique, et ils veulent protester contre, en fait, la mainmise croissante de Pékin sur Hong Kong, qui théoriquement est un territoire qui doit garder un pays de système, son système politique, une forme d'indépendance. Et depuis plusieurs années, les Chinois grignotent ça de manière assez sévère. Et donc c'est des jeunes gens qui sont hongkongais, c'est-à-dire qui ont 25-30 ans, qui sont des étudiants modèles avec leurs petites lunettes, ils sont toujours sur Internet, etc. Et eux, ils décident aussi de protester. Défier Pékin. Pardon ? De défier Pékin. De défier Pékin. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, alors les 3 jeunes leaders, j'en ai rencontré un, ils ont déjà fait plusieurs mois de prison. Et ils sont à peu près neutralisés. Et ils veulent pas former de parti politique. Et il y a 3 jours, c'est ouvert le procès des profs de fac de l'université de Hong Kong qui les ont encouragés à faire ce mouvement de résistance civile. Et ces gens-là que j'ai rencontrés, il y en a un qui s'appelle Benny Tai, par exemple, c'est un prof de droit, il risque 21 ans de prison. Donc en fait, c'est des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir développer à Hong Kong une forme de liberté, de sauvegarder une liberté par rapport à Pékin. Aujourd'hui, on est dans une entreprise de mainmise croissante, dure, et ce sont des gens qui essayent, sans faire de politique, mais de garder leur territoire à peu près libre. Alors, j'ai fait ce petit tour de certains des dissidents rencontrés par Michel Janinoff, mais pour nous ramener à l'Europe et à vous. Je voudrais avoir votre avis, Andrei Kourkov, sur notre société aujourd'hui européenne, celle que j'appelle riche, développée, celle de l'Ouest. Je m'explique. Nous sommes là dans une phase où beaucoup de nos concitoyens doutent de l'intérêt du projet européen, alors même qu'il nous a enrichis, on le sait, qu'il nous a permis tout de même tous ces échanges depuis la guerre, que jusque-là, évidemment, il a maintenu la paix entre nous, tout au moins, et alors même que nous sommes parmi les plus riches au monde, et aujourd'hui, on le remet en cause, et au fond, vous dites que c'est pas un plaidoyer pour l'Europe, mais quand même, vous nous dites, rappelez-vous d'où nous venons tous, de ces difficultés, de ces déchirements. Comment vous voyez notre est-ce que vous comprenez ce qui se passe d'abord, et comment faire pour sortir de ce côté un peu dépressif qu'il y a en Europe, alors que au fond, vous démontrez bien que nous sommes la même civilisation. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'écrivains européens qui écrivent avec l'humour sur la situation européenne. Et c'est un des problèmes. Il y a aussi, on est trop sérieux avec ça. Il y a trop de politiciens qui sont mal éduqués et aussi ont problème avec humour, avec sens d'humour.
Je ne sais Même pas en les Angleterre, raisons pour ça, mais on peut regarder qu'en fait le niveau éducatif des politiciens, des chefs de pays tombait très sérieusement dans les dernières 20 ans. On peut prendre comme exemple Monsieur Trump, on peut prendre des politiciens européens aussi, mais plutôt je crois les gens deviennent peut-être eurosceptiques souvent en observant ces politiciens, ces chefs d'État, et en comprenant qu'avec la politique de cette manière, il n'y a pas d'avenir brillant. Dans l'Europe de l'Est, c'est une autre situation, mais je peux dire que cette tendance négative a influencé aussi Hongrie et Pologne, qui sont devenus anti-européens grâce aux populistes locaux. Et ça, c'est très dangereux parce que dans cette situation, euroscepticisme provoque le retour au nationalisme radical et peur des autres, peur et haine. Et comme ça, si on n'arrête pas, pour arrêter ce processus, il faut en fait, on peut dire, influencer aussi la situation avec des choses presque psychodéliques. Psychédélique. Oui. Pourquoi Pourquoi Parce que parfois je pense qu'en fait les attitudes des gens sont manipulées par médias, par télévision, par la radio. Et si on change les émissions, si on ajoute plus de musique classique et moins des populaires, on peut changer un peu comment dire, la base pour les réformes. Mais regardez-vous, en Biélorussie, en Ukraine, en Moldavie, il y a si beaucoup de espoirs européens et là, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, il y a deux chemins seulement. Dans le passé, vers le passé soviétique, c'est-à-dire à Moscou, ou à la direction de Berlin, Paris, Londres, c'est l'état des droits. L'état de droit, j'espère, va rester aussi en Europe, aussi s'il y aura plus de problèmes politiques. Ouais. Et c'est la base pour la vie civilisée. C'est la réalité de l'Union, c'est de l'Union européenne. Je veux dire que nous sommes 28 d'un état de droit, absolument, ou dans lequel l'état de droit règne, même en Hongrie encore, même en Pologne relativement, mais tout de même. Oui, mais s'il y a, ça qu'il faut défendre, c'est ça s'il y a l'état de droit partout en Europe, c'est-à-dire il y a la justice partout en Europe. Et pourquoi les gens sont pas très contents? C'est la question que je vous posais. Nous sommes dans cette contradiction-là. Alors, c'est pas qu'une... Vous n'êtes tous d'un libéral, disiez-vous, même économiquement, parce que il y a une critique. On voit bien vos héros sont confrontés, ils sont pas d'un pays, ils arrivent pas très riches, et puis ils doivent se défendre, se battre, transporter des meubles, faire le clown pour gagner 20 € dans un coin. Des très belles scènes d'une vieille dame ce garçon qui est jeune, qui fait le clown auprès des enfants, mais qui se dit je vais jamais réussir à faire le clown et à faire rire elle. Puis finalement, bon voilà, on lira le livre, mais bon, ils sont confrontés à une réalité qui est que eux n'ont pas d'argent et pourtant ils sont heureux. Oui, mais la justice, c'est aussi la possibilité de gagner l'argent, de trouver son chemin, de trouver possibilité. Les personnages du livre, sauf Koukoutis, ils sont très jeunes. Ils ne sont pas bien éduqués, ils ne sont pas qualifiés. Ils apprennent la vie en Europe, la vie européenne en Europe. C'est-à-dire, c'est dur, c'est beaucoup plus dur que l'université, que faire bac plus 4. Mais ça, il faut passer ces examens pour entrer dans la vie adulte. Et ici, il y a deux moments. Il y a la vie adulte Europe, pour les adultes, pour les gens qui comprennent Europe. Et bien sûr, c'est l'âge des personnages. C'est-à-dire qu'après, ils passent ces examens, ils survivent. Ils peuvent revenir aussi en Lituanie et survivre là. Et c'est un des aspects de
leur épopée, en effet, c'est une réflexion à un moment donné. Mais alors, autre sujet qui est lié à... Mais est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, pardon, la question est très bateau, mais c'est un peu la question initiale de notre débat. L'écriture, il y a 630 pages, là. C'est une version courte des romans. Quand je finis, j'avais 1000 pages. Mais bon, alors merci à l'éditeur. J'ai décidé d'être gentil avec lecture. Alors, en 630 pages, on peut arriver à quoi? À émouvoir, ça c'est sûr. On peut arriver à émouvoir, à faire rire, donner de l'émotion, faire rire, mais est-ce qu'on peut être dissident avec l'écriture, même avec des plus petits bouquins, mais comment l'écriture peut-elle arriver à aller au-delà dans un monde, je veux dire, où les gens lisent moins, c'est ça le sujet, surtout. Mais pour moi, en fait, chaque livre, c'est une provocation pour le lecteur, pour provoquer les idées, les pensées, les questions, pour changer les attitudes. Par exemple, j'écris le roman qui s'appelle en français Le Caméléon en 1997, après 15 ans, pas 15 ans, mais presque 15 ans des débats avec nationalistes à propos les langues russes et ukrainiennes. Et je l'ai provoqué avec ce roman où les personnages principaux sont russophones, les autres sont ukrainophones. Le roman est bilingue, bien sûr, c'est pas possible de lire comme ça dans la traduction, mais comme le résultat premier était une lettre ouverte de l'Académie des sciences ukrainiennes au gouvernement en demandant à interdire ce livre. C'est-à-dire que c'était une réussite. Ah oui. Bien sûr. Parce que si un livre provoque des débats, des discussions, ça marche. L'écriture marche comme instrument influencer les pensées et développer les débats vers la phase prochaine. Vous êtes d'accord avec cette vision de l'écriture au service de... Oui, et j'ajouterais une chose, c'est-à-dire que si on se souvient d'un des grands livres de la dissidence, qui était L'archipel du Goulag. Vous savez, ce grand livre de Solzhenitsyn, qu'il a écrit dans le plus grand secret, dont il faisait cacher tous les chapitres dans tous les coins de l'URSS. Il avait une des amies qui s'appelait les Invisibles, qui allait cacher les manuscrits, parce que si le manuscrit était attrapé, évidemment, il était confisqué par le KGB, et qu'il a réussi à faire sortir en microfilm, et qui est paru à Paris, fin 73, puis en russe d'abord, puis en français, et qui a fait l'effet d'une bombe. Énorme, parce que ouais. ça a raconté, c'est un livre extraordinaire qui était un des premiers grands livres à raconter l'histoire des camps de détention politique soviétiques. L'archipel du Goulag. C'est intéressant parce que le sous-titre de l'archipel du Goulag, c'est Essai d'investigation littéraire. Solzhenitsyn a considéré que ce livre n'était pas seulement une enquête, un recueil de témoignages, que c'était un travail littéraire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que un livre, ça crée un monde. Mais ça crée pas forcément un monde différent, un monde dans lequel on s'évade. Un livre, ça crée le monde qui est le nôtre. En URSS, et d'ailleurs en France, dans beaucoup de pays à ce moment-là, on ne comprenait pas ce que c'était que le goulag. On ne comprenait pas ce que c'était que les camps soviétiques. Et souvent, on n'y croyait pas, on les contestait. Eh bien, lui, il a créé une configuration littéraire, poétique, pour dire voilà ce monde, à partir de dizaines de témoignages, mais à partir aussi d'un travail de métaphore. L'archipel du Goulag. D'abord, Goulag, c'est un mot qu'on n'utilisait pratiquement pas à ce moment-là. Hein, et c'est ça aussi l'effet d'un écrivain. C'est que tout d'un coup, il y a un mot qui devient le mot que tout le monde utilise. Goulag, Государственное управление лагерей, l'administration gouvernementale des camps. Il a repris un mot qui était un mot administratif et qui est devenu le mot comme au milieu des années 80, Lanzmann a popularisé le mot Shoah pour ce qu'on appelait avant l'Holocauste. Eh bien, d'abord il crée ça, et ensuite il crée une métaphore. C'est un archipel. C'est-à-dire qu'il y a un pays
qui est l'URSS, qui est un pays purement idéologique, puisqu'il tient prisonnier des peuples entiers, mais c'est le pays du socialisme. C'est la possibilité d'une île, mais d'une autre exact. Et là, il dit, dramatique. Il y a sur ce pays quelque chose que vous connaissez pas, que personne ne connaît parce que ça n'a jamais été décrit, sauf ceux qui l'ont vécu, c'est l'univers concentrationnaire. C'est un archipel. Et donc ce livre, c'est un livre de métaphores. Et donc ce que je trouve très beau dans le travail d'un écrivain, et très important, c'est qu'en fait, quand il nomme le monde dans lequel on vit, ou une partie du monde, et il lui donne une tonalité, il lui donne une couleur, il lui donne des contours qu'avant on n'avait pas. Et moi j'aime beaucoup les romans de Andrei Kourkov. Je suis pas sûr qu'il faille du tout les qualifier de dissidents, mais en tout cas dans les romans de Kourkov, par exemple ceux qu'on lisait au début dans les années 90, quand il nous a donné une image de ce que c'était que un pays post-soviétique. On ne savait pas ici comment c'était en Ukraine, et il a donné une image. Il l'a imprimé dans le cerveau d'énormément d'entre nous. C'est une image où il y a de l'humour, où il y a du surréalisme, où il y a de la couleur, où il y a de la joie aussi, malgré le fait que quand on y allait, moi j'y allais beaucoup à l'époque, en Ukraine dans les années 90, c'était la dèche, les gens avaient perdu leur boulot, il y avait de la souffrance, il y avait du désespoir. Eh ben, un écrivain, comme André ici, a donné une forme à ce qu'on avait du mal à nommer. Et donc c'est là où le travail d'écriture, il est essentiel, parce que pour moi l'écriture, c'est pas seulement créer un monde possible, c'est aussi tout d'un coup donner des noms à notre monde et le dévoiler au monde entier. Donc pour moi la dissidence et l'écriture sont aussi liées de cette manière. Vous voulez rajouter un mot, Andrei Kourkov? Je vais passer la parole à la salle, mais voir s'il y a des questions, ou si vous vouliez rajouter un mot, je vous en prie. Non, je peux dire, peut-être, j'étais traité un peu comme le dissident quand j'étais jeune, et j'ai essayé de publier mes textes sans comprenant qu'il y a censure qui ne va pas donner l'autorisation. Et là, je fais beaucoup de blagues, d'humour. C'était les textes satiriques sur l'Union soviétique. Bien sûr, mais les années n'étaient pas très dangereuses. C'était les années de Brejnev, la fin de... C'est la fin. Oui, c'est la fin. Alors, est-ce que jusque-là, notre conversation vous inspire éventuellement des questions, des réactions, les figures que l'on a citées peut-être vous interpellent aujourd'hui, la question de la dissidence chez nous, peut-être, est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il y en a faites-moi signe, je sais que c'est toujours difficile d'être la première ou le premier, parce qu'on n'ose pas interpeller nos invités. Oui, monsieur, merci beaucoup. On va vous passer le micro, parce que sinon on n'arrivera pas à vous entendre. Voilà, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Et ensuite, madame, au deuxième rang. Ouais. Voilà. Bonsoir et merci pour cet entretien très, très intéressant. Je noterai toutefois que vous avez parlé de dissidence dans un monde qui m'apparaît bien précis. Jusqu'à présent, vous avez évoqué la dissidence dans le monde qu'on peut qualifier d'ex-communiste. Tout à l'heure, Monsieur Guerrier, vous aviez dit au départ, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement considérer que Julian Assange sera un dissident dans le monde actuel, qui serait plutôt celui de l'Europe occidentale et du monde libéral. Monsieur Andrei Kourkov, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'écrivain qui était doté d'humour pour parler en dissidence, contre le monde libéral d'aujourd'hui qui, peut-on dire, évolue pour beaucoup de gens vers aussi beaucoup d'autoritarisme. Voilà. Eh bien, moi, je citerai simplement François Bégodeau, qui a participé ici à ce Salon du Livre, et qui ne manque pas d'humour, et qui, lui, me semble être peut-être l'image d'un dissident dans le monde occidental. Voilà, merci, si vous voulez. Attendez, je prends plusieurs interventions s'il y en a. Je crois que Madame, au second rang, vous vouliez dire un mot. Non, j'ai cru. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question ou volonté d'interpeller nos invités? Oui, Madame, ici, de ce côté-là. Pardon, je montre du doigt, mais au moins... Non, ici, là-bas. Là-bas. Oui, il faut, ça vous... oui, merci. Vous avez fait ça dans tous les débats ou presque du Salon du Livre, et on peut vous en remercier. Je vous en prie. Merci.
Oui, bonsoir, merci pour cette discussion. Alors, c'est pas pour contredire une nouvelle fois Andrei Kourkov sur les auteurs qui parlent de l'Europe avec humour, mais c'est plutôt pour conseiller un auteur important aujourd'hui, qui est un auteur autrichien qui s'appelle Robert Menas. Je ne sais pas si vous le connaissez. Menace. Menace, Ah oui, voilà, je pardon le pour l'accent, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Un messager pour l'Europe, qui parle des institutions européennes dans lesquelles il s'est rendu dans le but d'écrire un roman. Donc dans ce petit livre, il démonte énormément de clichés avec énormément d'efficacité. Et on a l'impression que ce prétexte du roman, c'est un faux prétexte. Et en fait, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, il y aura bien un roman qui a pour héros un commissaire européen qui va paraître chez Verdier l'année prochaine. Voilà, donc c'était juste un conseil de lecture, et c'est un grand écrivain, je crois, Robert Menas. Merci. Je voudrais ajouter qu'en Autriche, c'est une autre situation. C'est le pays le plus slave, on peut dire, en Europe, mais c'est un pays avec beaucoup d'humour politique, parce que là, c'est plutôt présent dans les cabarets. Le cabaret politique et les cabarettistes comme Georg Kreis, les autres, tous les textes sont parfaits, satiriques sur l'Europe d'aujourd'hui et des passés récents. Merci pour cette suggestion. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir aussi? Il y avait quelqu'un d'autre plus haut? Non. Bon, alors, le monde libéral, le monde libre, le monde qui n'a pas l'oppression d'États totalitaires comme ça, où l'État de droit, donc une forme de justice existe tout de même, en même temps, n'aurait pas de dissidents ou n'aurait pas de contestataires. Ça existe, il y a des figures, on nous citait Bégodeau à l'instant, même Houellebecq dans la littérature s'est moqué de notre façon d'aimer aujourd'hui, froide, inhérente au fait qu'il n'y aurait plus de sens dans l'amour, au fait que, par exemple, qu'est-ce que vous vouliez dire en disant nos écrivains manquent d'humour? Peut-être je ne suis pas qualifié de juger toute la littérature francophone ou allemanophone, mais je pense que peut-être c'est une des raisons, parce que si les gens, les écrivains ne rient pas sur la situation politique ou économique ou sociale, avec la morale, c'est-à-dire tout est bien, ou il n'y a pas suffisant d'écrivains critiques sociales comme ça. Alors, monsieur nous citait Bégodeau. Oui. Est-ce qu'on n'a pas une certaine difficulté quand même à exprimer une forme de dissidence? Est-ce que ça a sa place dans un monde qui, a priori, justement, moi je pars on a dit une fois qu'on a dit qu'il était libre et que la justice existait, que c'était l'état de droit, on ne devrait plus avoir le droit d'entrer en dissidence. Et c'est pas le cas, parce que d'abord c'est vrai qu'on est parti de la définition un peu historique de dissidence, donc d'un monde soviétique en général, puis communiste avec la Chine, mais il y a d'autres pays où dans mon enquête, j'ai rencontré des dissidents. Le Mexique, c'est un État démocratique, mais c'est un État où règne une corruption effrayante, notamment des liens entre les barons du trafic de drogue et des structures étatiques et politiques. Alors là-bas, j'ai rencontré une femme qui était assistante sociale dans un collège, et un jour, elle s'est mise à chercher dans les montagnes autour de sa ville d'Iguala, là où c'est une des grandes zones du trafic d'héroïne, eh bien, des restes de disparus du narcotrafic. Parce qu'il y a énormément de gens au Mexique qui se font enlever et qui sont tués et qui disparaissent. Pour moi, cette femme-là, qui au péril de sa vie est allée chercher dans les montagnes ses restes pour mettre l'État devant ses responsabilités en disant, écoutez, il faut l'identifier, il faut aider la famille, c'est une forme de dissidence dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie défaillante. Mais allons plus loin. Dans nos démocraties, il y a des abus de pouvoir, il y a des scandales, il y a aussi des puissances économiques qui cachent des réalités. Dans l'industrie pharmaceutique, dans la finance, il y a des malversations, il y a des scandales et il y a des abus de pouvoir. Donc quelqu'un qui les dénonce comme un lanceur d'alerte, quelqu'un qui va dénoncer un scandale et qui souvent se fait renvoyer parce qu'il a osé le faire, que ça touche aux questions écologiques, aux questions de santé ou aux questions tout simplement de malversation, eh bien c'est quelqu'un qu'on peut, à mon avis, à bon droit appeler dissident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, je terminerai là-dessus, c'est que
en 2016, juste après avoir écrit ce livre, avec des amis, on a créé une association qui s'appelle les Nouveaux Dissidents, dont le but c'est de rendre visibles ces combats de gens un peu partout dans le monde qui se prennent des risques contre des abus de pouvoir. Eh bien, c'était 2016. On a fait notre soirée de lancement en 2017. Et pour nous, au départ, la dissidence, c'était un peu exotique, c'est loin. Et puis, c'est le moment où Trump a été élu. C'est le moment où Trump, début 2017, a quitté l'accord de Paris. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, mais finalement, la dissidence, c'est pas forcément ailleurs. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, en Europe, dans des pays dits illibéraux comme en Hongrie ou en Pologne, comme c'est le cas aujourd'hui, ou demain au Brésil, ou demain aux États-Unis en ce qui concerne les questions du climat, il y aura des formes de dissidence. Parce que la forme de dissidence, elle n'est pas encartée idéologiquement. Il y a des dissidents qui considèrent que qu'il faut absolument lutter pour le climat et donc refuser d'appliquer certaines décisions fédérales. Il y a des dissidents qui luttent pour le droit des femmes, j'en ai rencontré en Iran, qui tout simplement prennent des risques parce qu'elles ont plus envie de porter le foulard. Donc, en quelque sorte, la dissidence, c'est pas forcément ailleurs, et vous avez tout à fait raison de dire qu'un lanceur d'alerte, que quelqu'un qui va dénoncer un abus de pouvoir ou un cas de corruption ou un lobby pharmaceutique dans nos pays démocratiques, pour moi, c'est une forme au sens large de dissidence. François Bégodeau, hier, dans le débat d'hier, puisque vous le citez, nous disait au fond, pour moi, je parle à sa place là, mais qui suis d'une culture minoritaire politiquement et qui veut le rester, au fond, être dissident, c'est ça peut-être la dissidence aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller contre l'idée reçue majoritaire. C'est-à-dire contre ce qui écrase finalement, parce que chez nous, la différence entre les dissidents des pays que vous avez cités et ici, c'est que ces dissidents-là ont toujours le droit de parler, d'écrire des livres, d'être publiés, et ils sont même parfois invités dans certains médias, voire dans les médias. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. C'est ça la vraie dissidence a priori. C'est vrai, c'est-à-dire qu'à condition qu'être contre la majorité, ça ne devienne pas une posture systématique. Je parle pas du tout de François Bégodeau, hein, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est tout d'un coup contre la majorité qu'on a forcément raison. Ça serait trop facile. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le terme russe au départ de dissident, c'était pas dissident, c'était pense inakamyslie, penser autrement. Ceux qui pensent autrement. Et c'est vrai que le point de départ, c'est sans doute le fait d'essayer de penser à peu près librement, c'est-à-dire de dire tiens, les mots qu'on utilise là autour de moi dans les médias par les dirigeants politiques, j'ai le droit de les analyser. C'est-à-dire que le droit, on n'a pas seulement le droit de pas être d'accord, on a aussi le droit de pas être d'accord avec les mots qu'on utilise ou qu'on nous donne à discuter. On a le droit de les redéfinir. Donc pour moi, la dissidence, ça commence tout simplement, c'est pour ça que ça a un lien avec l'écriture, et finalement aussi la philosophie, ça commence par le fait d'essayer, c'est très dur, d'exercer une pensée libre, et d'avoir parfois le courage de penser autrement, effectivement. Le Larousse, dissident, c'est quelqu'un qui veut quitter une religion. Donc c'est cette idée d'une religion, donc d'une vision, un dogme, sinon une pensée de la majorité. Vous voulez réagir, André Kourkov ? Oh non, je pensais que la dissidence, c'est une chose seulement politique, parce que sinon, on trouve un dissident dans chaque famille, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec sa mère, avec sa femme, tout ça. Et après, c'est dans ce cas aussi les végans qui attaquent les boucheries sont les dissidents. Ils le font de manière un peu violente. Oui, souvent, enfin, attaquer une boucherie, c'est un acte violent. Violent. Donc, parce qu'ils ne sont pas bouddhistes. Il faudrait des véganes bouddhistes. Y a-t-il un vegan bouddhiste dans la salle? Peut-être surtout qu'il faudrait qu'on... Moi, je suis assez frappé par un point, c'est que hier, Fabien Truong, face à Bégodeau, nous parlait de l'islam comme un élément structurant aussi pour ceux qui veulent la non-violence chez nos concitoyens musulmans, par exemple. Et vous nous parlez du bouddhisme comme structurant, un peu interdisant. Au fond, il y a un manque religieux qui serait une des raisons. Alors, je fais de la provocation et j'ouvre un nouveau débat. Ouais. Mais et surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont non-violentes sans aucune racine religieuse. Moi, j'ai rencontré un Palestinien, il est non-violent, pas du tout par religion, parce qu'il dit c'est le plus efficace d'être non-violent. Face à Tzal, face aux... Voilà. Est-ce qu'il y a une autre, éventuellement une autre intervention ou pas, et sinon, je vais me tourner vers nos invités pour avoir leur mot de la fin, leur conclusion en quelque sorte à eux. On va leur laisser le dernier mot, mais si l'un ou l'une d'entre vous les interpellez une dernière fois, alors qu'est-ce que vous voudriez
qu'on retienne. Bon, alors je n'ai pas cité dans la tête de Vladimir Poutine, dans la tête de Marine Le Pen, ce sont des essais aussi. Vous essayez de revenir sur la posture et ce qui peut advenir. Vous essayez d'analyser ce qui peut advenir venant de Poutine, à partir de leurs mots, de leurs déclarations, de leurs discours. Mais aujourd'hui, s'il y avait un mot à retenir sur la dissidence ou ceux qu'on devrait soutenir, c'est d'aller signer la pétition pour soutenir le cinéaste ukrainien. Non, c'est qu'en fait, on est en train d'assister vraiment à un retour de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pensait que les idéologies c'était fini, que la démocratie allait s'installer partout, et on se rend compte aujourd'hui, mais jour après jour, que l'histoire, comme elle a été vécue de manière souvent tragique au XXe siècle, est en train de revenir. Alors, l'histoire ne se répète jamais, comme vous le savez, c'est toujours des configurations nouvelles. Mais je pense qu'il faut se rendre compte du fait que, c'est pour ça que le terme de dissidence n'a pas le même sens, mais que du Brésil aux États-Unis, à la Russie, à l'Europe, il se passe des choses qu'il faut essayer d'abord de comprendre. Et c'est pour ça que je pense que la première chose à faire, enfin en tout cas moi que j'essaie de faire, que je voudrais faire, c'est essayer de comprendre les discours de Vladimir Poutine qui séduit tant de gens en Europe, de Marine Le Pen, d'autres dirigeants, de Viktor Orban, de Salvini. D'abord comprendre, parce que on peut pas condamner. Je veux dire, il faut d'abord comprendre. Et ensuite, effectivement, pour moi, c'est de comprendre qu'on peut agir, qu'il faut agir, parce que la situation, elle se tend, je pense qu'elle va se tendre de plus en plus, et elle est périlleuse, notre situation. Je pense qu'il y a un basculement quand même qui est en train de s'opérer, et que aller regarder un peu vers nos grands-pères dissidents, vers ce qui s'est fait de beau et de courageux, de personnel, bah, ça peut nous inspirer pour des luttes qui vont, à mon avis, immanquablement arriver. Andrei Kourkov, c'est à vous de conclure notre discussion. Vous vivez à Kiev, vous vivez à Londres. Je ne vis pas à Londres. Non, vous êtes jamais. J'ai lu ça dans un papier que vous. Non, j'ai travaillé à Cambridge quelques années dans les années 90, mais pour l'Ukraine, c'est une période dure parce qu'on a à avoir des élections présidentielles en mars et l'automne prochain des élections parlementaire. Et je crois le danger du populisme avec danger des manipulations russes peut, on peut dire, changer la politique du pays, parce que l'Ukraine c'est comme un grand bateau de taille de France qui était très stable géographiquement et géopolitiquement pendant les derniers 25 ans, mais toujours changer le côté des regards. Et maintenant, quand l'Ukraine regarde, observe l'Europe et tout ce qui se passe en Europe, j'espère que les Ukrainiens ne perdront pas l'envie de s'attacher à vie européenne et aux valeurs européennes. Vous espérez que votre pays, l'Ukraine, un jour intègre l'Union européenne ? Oui, c'est possible. Madame Merkel a dit il y a quelques jours que peut-être on peut attendre 7 ans, 5 ans, je ne crois pas, je crois que c'est plutôt 15 ans, 12 ans, mais c'est pas nécessaire en fait. Parce que nécessaire, c'est ramener les valeurs européennes en Ukraine. Si l'Europe vient en Ukraine, c'est mieux et c'est plus important que l'Ukraine se bouge. Rentre dans l'Union. Bon. Oui. Cela dit, vous avez fait ce week-end la démonstration que c'était bien quand les Ukrainiens venaient aussi ici chez nous à l'Ouest, puisque vous êtes là, vous vivez à Kiev, donc, et vous êtes aujourd'hui pendant ce week-end un citoyen de Chaumont, voyez. Donc, merci d'être venu jusqu'ici, et applaudissements si vous voulez bien, à la fois pour nos deux orateurs et pour l'équipe du Salon du Livre, puisque c'est le dernier débat, l'équipe de la ville de Chaumont. Formidable moment pendant ces 2 jours. Merci à tous.